D'un côté, vous entendez que les oléagineux sont bons pour la santé, car riches en acides gras essentiels, en micronutriments, et pour certains riches en protéines. Et de l'autre, on vous dit qu'il ne faut pas en abuser, car ils sont très gras, les amandes contiendraient du cyanure et, bonjour, les problèmes digestifs. Alors au final, on fait comment? Nous allons voir tout ça ensemble. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! La mode des régimes paléo et cétogènes a remis les lipides sous le feu des projecteurs. Plus question de nos jours d'essayer de les critiquer au risque de se faire violemment fustiger. Je sais de quoi je parle, j'en fais régulièrement les frais. Le gras, c'est la vie, les oméga 3 sont le super aliment du moment, accompagné des protéines, bien entendu. Il faut des oméga 3 partout, et c'est un fait. De nos jours, nous avons de plus en plus besoin d'oméga 3 par rapport aux besoins qu'avaient nos aïeux. Et ceci s'explique très simplement, nous le verrons plus loin dans la vidéo. Lorsque vous demandez à quelqu'un s'il mange sainement, il répondra « Oui, j'ai remplacé le beurre par de l'huile d'olive. J'en mets partout, c'est très sain. » Aïe, je l'entends tellement souvent que ça me fait presque saigner les oreilles. On a effectivement compris aujourd'hui que les graisses végétales sont beaucoup plus saines que les graisses animales. C'est déjà un grand pas. On est d'accord. Malheureusement, ça implique aussi que maintenant, on les porte au nu, ces graisses végétales. On les cuisine à toutes les sauces, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais c'est une erreur de penser qu'on peut en manger à tort et à travers, sans se soucier de l'impact qu'elles ont sur notre santé. Végétal ne veut pas forcément dire sain. Cela dépend des quantités et de l'usage que l'on en fait. Pour commencer, j'aimerais que nous constations ensemble la place que doivent logiquement occuper les graisses dans notre alimentation. Pour cela, je vais vous demander de vous imaginer lâché dans la nature, sans avoir quoi que ce soit sur vous. On va dire qu'on est en été, parce que sous nos latitudes, on ne survivrait pas très longtemps en hiver. Donc, vous êtes seul perdu dans la nature. Qu'est-ce que vous allez manger ? Est-ce que la première chose que vous allez faire, c'est vous fabriquer des armes, puis essayer d'attraper un animal? Lorsque vous aurez enfin réussi à en attraper un, il vous faudra ensuite le dépecer et le vider, pour ensuite essayer de le faire cuire. Pour le faire cuire, vous allez devoir essayer de faire un feu à partir de rien. Et lorsque vous l'aurez enfin fait cuire, vous allez pouvoir le manger. Vous imaginez la perte de temps et d'énergie. Vous serez mort de faim avant d'avoir réussi. Vous n'êtes pas un chat qui a des armes sur lui, ses griffes et ses dents, et qui n'a pas besoin de préparer la viande ou de la faire cuire. Il va manger la chair, à même l'animal mort et encore chaud. Facile pour lui de se nourrir de viande, vu que c'est ce que la nature a prévu pour le nourrir. Écartons donc cette option. Maintenant, regardez autour de vous. Il y a des baies, des fruits, c'est ça que vous allez manger pour survivre. Ces aliments sont très pauvres en gras. À l'automne, vous trouverez certainement quelques oléagineux, des noix, des noisettes, mais seulement en automne. Et il y a très peu de corps gras naturellement présents dans la nature, alors qu'il y a des fruits et donc des glucides à profusion. Cela devrait vous indiquer les proportions de chaque macronutriment. Nous avons besoin uniquement de 10% de lipides dans notre alimentation. Passons donc maintenant aux oléagineux à proprement parler. Pourquoi en mange-t-on ? Quels sont les bienfaits contenus dans ces graines et que peuvent-elles nous apporter? Comme nous l'avons vu, les oléagineux sont riches en gras, mais pas seulement. Les amandes, par exemple, sont très riches en protéines. Mais les oléagineux contiennent également des micronutriments, comme par exemple le sélénium dans la noix du Brésil, mais aussi du potassium, du calcium, du phosphore et des vitamines du groupe B. Vous trouverez aisément les vitamines du groupe B dans les céréales, ainsi que tous les autres micronutriments dans les autres végétaux. Les oléagineux ne sont donc pas indispensables à ce niveau dans notre alimentation. Mais le principal atout des oléagineux, en tout cas l'atout qui nous est vendu un peu partout, c'est leur richesse en oméga 3. Penchons-nous donc sur un des grands mythes en nutrition, le mythe des oméga 3. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous avons de plus grands besoins en oméga 3 aujourd'hui qu'il y a quelques années. L'explication est simplement la trop grande proportion de graisse dans notre alimentation actuelle, respectivement la trop grande quantité d'oméga 6. Nos aïeux mangeaient très peu de gras. Premièrement, parce qu'ils mangeaient
peu de viande, environ une fois par semaine. Deuxièmement, parce que le beurre était un luxe, car il demandait de grandes quantités de crème et donc un écrémage du lait qui aurait pu servir à faire par exemple du fromage. Et troisièmement, car les huiles végétales coûtaient très cher, car elles étaient très coûteuses à produire. Le repas se composait essentiellement de féculents, légumineuses, fruits et légumes. D'ailleurs, les gens de l'époque n'étaient pas en surpoids comme actuellement. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de produits industriels riches en gras. Les graisses utilisées dans ces produits sont essentiellement des oméga 6, ce qui implique qu'actuellement, nous nous trouvons dans un ratio oméga 6, oméga 3 de 15 pour 1, alors que nous devrions être à seulement 3 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et le problème avec ça, c'est que les oméga 6 annihilent l'action des oméga 3. Entendez par là que trop d'oméga 6 vont empêcher la bonne utilisation par l'organisme des oméga 3. Nous verrons le procédé un peu plus loin dans la vidéo. Vous pourrez vous goinfrer d'oméga 3. Si en parallèle vous mangez trop d'oméga 6, ça ne servira à rien. Même l'huile d'olive n'a pas un bon ratio oméga 6, oméga 3, puisqu'il est de 11 pour 1. L'huile de noix, malgré sa richesse en oméga 3, n'a pas non plus un bon ratio. Celles qui ont un bon ratio, ce sont le chanvre, le chia, le lin, avec des rapports d'environ 3 pour 1, donc le rapport idéal. Et attention, ces huiles doivent se consommer crues, sinon elles perdent tous leurs bienfaits. Voilà pourquoi les recommandations actuelles en matière d'oméga 3 sont si élevées. Si nous consommions moins d'oméga 6, nous pourrions sans doute réduire significativement nos besoins en oméga 3. Mais vous aurez également un excellent rapport en oméga 3 dans les légumes comme les épinards, la laitue, la mâche ou les cœurs de palmier. Et vu qu'on en mange en grande quantité, ils représentent un apport non négligeable. Voilà pour les oméga 3. Mais notre corps n'a pas besoin d'oméga 3 en tant que tel, mais d'EPA et DHA qui sont synthétisés à partir des oméga 3 par notre organisme au moyen notamment d'une enzyme appelée delta 6 désaturase. Et c'est ça qui fait peur à beaucoup de professionnels de la santé, car sans cette enzyme, ou si son action est réduite, cette transformation ne peut pas avoir lieu. Vous allez comprendre que c'est également un problème propre à notre époque, car voici ce qui freine la production de cette enzyme. Une carence en zinc, en magnésium, en vitamine du groupe B, en vitamine C, le diabète, qui est lui-même dû à une trop grande consommation de gras, le gras trans est saturé dans les aliments, à savoir les produits animaux ou encore les hormones liées au stress comme l'adrénaline et le cortisol. Mais plus fou encore, en cas d'excès d'apport en oméga 3, l'enzyme delta 6 désaturase est inhibée, donc il y a un réel risque à trop consommer d'oméga 3. C'est comme si vous avez soif et qu'on vous met la tête dans une bassine d'eau. Au lieu de vous hydrater, vous allez vous noyer. Et évidemment, n'oublions pas nos fameux oméga 6 qui sont en concurrence avec les oméga 3 pour cette même enzyme. Donc, si toutes nos désaturases sont occupées avec les oméga 6, forcément qu'elles ne seront pas disponibles pour transformer nos oméga 3 en EPA-DHA. Donc vous voyez, c'est plus compliqué que ce que l'on peut penser de prime abord. Et rassurez-vous, les végétaliens ne souffrent pas de pathologies habituellement liées à des taux insuffisants de ces acides gras. Je vous ai mis des études en description qui le prouvent. Forcément, puisqu'un régime végétalien est beaucoup plus sain et moins riche en gras qu'un régime omnivore. Les végétaliens sont également plus sensibles à l'alimentation santé, riche en fruits, légumes et fibres, qui leur apporteront tous les minéraux et vitamines que j'ai cités plus haut. Ils mangeront moins d'aliments transformés, qui sont riches en oméga 6, etc. Il n'y a vraiment rien d'étonnant au fait que les végétaliens ne vont pas souffrir d'une carence en oméga 3. Pour terminer avec les oméga 3, voilà les effets néfastes que ceux-ci peuvent avoir si consommés en trop grande quantité. Premièrement, un taux élevé de mauvais cholestérol, à savoir le cholestérol LDL ou lipoprotéines de basse densité. Deuxièmement, une chute de la glycémie, problématique pour les diabétiques. Ou encore une baisse de la réponse inflammatoire ou immunitaire. Les Américains, qui sont connus pour avoir des normes beaucoup plus souples que les nôtres en matière de compléments alimentaires, recommandent pourtant une consommation maximum d'oméga 3, EPA et DHA de 3 grammes par jour sous forme alimentaire et maximum 2 grammes par jour si provenant de suppléments alimentaires. Vous voyez, il ne faut pas rigoler avec les lipides.
Et souvenez-vous que consommer trop de gras fait grossir, provoque une baisse de vitalité, une prolifération du candida albicans, dont je vous ai fait une vidéo que je vous mets juste ici au-dessus et en description. Trop de lipides provoque également la dépression. Voilà encore un sujet que j'ai traité en vidéo et que je vous mets également juste ici au-dessus dans le petit et en description. Le gras provoque aussi le diabète de type 2, qui devient un véritable fléau actuellement. Et le gras vient même aggraver le diabète de type 1. La raison est que le gras interfère avec le processus de métabolisation des sucres. Notre organisme gère particulièrement bien les sucres car nous sommes des animaux conçus pour carburer aux glucides. Amener trop de lipides et de protéines va péjorer notre santé et tous les processus internes de notre corps. Pour résumer, lorsqu'il y a trop de gras dans le sang, l'insuline n'arrive plus à faire son travail et donc faire entrer le sucre dans les cellules pour fabriquer de l'énergie. Le pancréas va vouloir pallier à ce problème en produisant de plus en plus d'insuline jusqu'à s'épuiser. Et nous devenons ce que l'on appelle insulino-résistants. L'idéal est de consommer entre 10 et 15% de graisse dans notre alimentation, pas plus. C'est d'ailleurs le pourcentage de gras consommé par les peuples qui ont la plus grande longévité. Je parle de ce processus dans beaucoup de mes vidéos, alors allez faire un tour sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce sujet complexe. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec un grand plaisir. Via Felicia à tous!